J'aimerais faire du rétro-engineering. Ok. Parce qu'on a eu pas mal de personnes qui disent j'ai un peu de mal à y croire, ces chiffres-là, c'est pas la réalité de ce que j'observe dans le quotidien des freelances autour de moi, etc. Prenons le problème à l'envers. Bon Mika, épisode spécial. Dans une Contexte Fiat spécial, Barchetta à Paris, en chair et en os. parce que tu es là une semaine pour qu'on travaille ensemble à Paris. Il y a du boulot. Du coup, sujet important aujourd'hui. De quoi on va parler? On va parler de comment on arrive à faire 150-200K en freelance sans bosser comme un dingue 60 heures par semaine, Mhm. avec juste quelques clients, donc sans courir comme des poulets sans tête après les clients toutes les semaines. Et on va voir qu'en fait, quand on fait les maths, on va vous présenter des cas très concrets parce on nous dit tout le temps, bah, c'est quoi les cas, etc. Donc, on va décortiquer 3 personnes qui représentent à peu près les membres Hyper Fractional avec qui on travaille, qu'on voit au quotidien, Mhm. et comment ils font pour faire ce niveau de chiffre d'affaires et que ce soit aligné avec leurs besoins pro, perso, leur ambition de croissance. Et voilà, grosso modo. Ouais, donc sujet modèle économique aujourd'hui. Donc très concret, on va même faire des maths. Et vous allez voir, ça va vous donner un peu d'inspiration pour vous, vos propres offres et vos prochaines propales. Et là, je passe juste à côté de l'Arc de Triomphe, c'est super beau. Super beau et super dangereux comme Non, bon regarde, point. regarde. Le secret, faut accélérer. Ah. J'ai pas fait bien. Faut pas avoir peur. Du coup, Mika, comme je conduis sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, toi, tu as des notes sur le portable avec des chiffres et tout. Je te Yes. laisse un petit peu l'idée tout ça et j'interviens quand tu penses que c'est intéressant. Ouais, on va commencer avec le premier modèle. Nous, c'est ce qu'on appelle le modèle DAR, D-A-R. C'est un modèle qu'on va détailler qui est adapté pour des profils plutôt marketing, brand, com, produits, opérations, data, CRM. Donc, c'est assez versatile comme modèle. C'est souvent un modèle qu'intuitivement beaucoup de freelances mettent en place, mais qu'ils n'arrivent pas forcément à pricer de la bonne manière ou à cadrer d'une façon qui leur évite de passer 5 jours par semaine sur le même client. Nous, en l'occurrence, on a le profil d'un fractional CMO qui bosse avec des scale-up ou des PME en croissance. Brice, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce profil et en quoi consiste le modèle DAR dans les grandes lignes. Ouais, profil assez classique. En fait, c'est un modèle qui correspond à beaucoup de profils. C'est pour ça que nous, la majorité des membres, c'est celui qu'ils adoptent. C'est le plus facile à mettre en place, le plus intuitif et le plus facile à vendre. Après, on va voir que d'autres modèles peuvent être plus pertinents en fonction des cas. Mais en gros, c'est simple. Première étape, diagnostic et plan d'action, en général 90 jours. Donc, c'est là où on va passer entre 4 et 6 semaines avec un client pour bien comprendre son contexte, bien identifier les différents leviers qu'il met en place, les équipes, les process, les outils, etc. Quelle que soit la discipline de laquelle on parle, que ce soit en marketing, créa, produit, CRM, etc. Et l'objectif, ça va être de formuler des recommandations. En général, 3-4 recommandations très actionnables. Et donc ça, c'est un peu la phase incontournable en général quand on fait de l'accompagnement de ce type-là. La durée, elle se rapproche de plus en plus de 4 semaines plutôt que 6 semaines parce que l'IA met son grain de sel et ça permet d'accélérer ce travail-là pour le plaisir du freelance et du client. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est derrière de signer un accompagnement plus gros. En général, quand on fait un diagnostic ou un audit, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt une porte d'entrée vers une mission un peu plus On n'a grosse. pas 100% de conversion en accompagnement stratégique. On essaie quand même de maximiser ça, mais le deuxième brique, le deuxième volet, c'est un accompagnement stratégique. Donc là, souvent avec une durée d'engagement minimum, en général 3 mois, 4 mois. Pourquoi ? Parce que même si on va chercher à avoir des quick wins le plus rapidement possible, des résultats, des victoires pour le client, on sait qu'une transformation et s'attaquer à des sujets sérieux, ça met du temps. Les choses ne sont pas résolues en général en 3 semaines. Bon, là, je vais pas passer beaucoup de temps sur la partie comment est-ce qu'on vend ça, parce que c'est pas l'objet du podcast, mais il y aura plein de choses à dire, ça sera l'objet d'un autre épisode. Et donc là, c'est des forfaits qu'on va vendre mensuellement entre 6 12 000 selon l'expérience, les métiers, les cas, etc. Et donc, ça va être ça le cœur du travail de Fractional, c'est-à-dire accompagner son client pour régler un gros problème et se focaliser sur comment je l'aide à prendre de meilleures décisions, à orchestrer ces prises de décision et en action, et comment je reporte sur les résultats et je suis owner des résultats. Donc ça, c'est le deuxième volet. Troisième volet, très sous-coté et avec pourtant une... Attends, je vais essayer de pas me... Ouais, c'est là-bas les Champs-Élysées. Troisième opportunité très sous-coté, mais qui pourtant est une opportunité de dingue encore plus à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est vendre ce qu'on appelle des continuity en retainer. Continuity comme continuité, c'est-à-dire l'objectif, c'est un client qu'on a accompagné, on va lui vendre un format beaucoup plus light
qui va du coup être très indolore d'un point de vue budgétaire, mais qui va apporter énormément de valeur sans que ça nous prenne beaucoup de temps à délivrer. Donc ça, c'est un modèle hyper intéressant à l'ère de l'IA, parce qu'aujourd'hui, un Claude Code peut automatiser une bonne partie de tout ça. Mhm. Et donc, il y a une vraie opportunité derrière ce format de continuité returner. C'est des formats qu'on va vendre 1, 2, 3 cas maximum. Ouais. Quand tu y réfléchis, quand la valeur est vraiment très forte, le client il ne churn pas parce que ça apporte beaucoup de valeur, ça coûte 1, 2, 3 cas, c'est $1. Ce qui fait que si tu empiles des retainers sur le long terme avec un taux de churn bas, c'est-à-dire peu de gens qui se désabonnent, tu peux facilement atteindre 10 000 euros par mois juste en retainer qui prennent quelques heures à délivrer. Avoir un coussin de sécurité qui évite de se retrouver à zéro quand on est en intermission, par exemple. Donc voilà pour le modèle. Tu veux peut-être nous partager, toi qui as les notes sous les yeux, les chiffres Ouais, il précis y a quelques maths qu'on peut faire. Donc on a donc les 3 parties diagnostic, accompagnement et retainer. Pour la partie diagnostic, cette personne-là, on fait 3 par an. Et c'est des diagnostics qu'elle vend 12 000 euros, qui sont assez poussés. Donc là, on a déjà 36 000 euros par an. Et donc 3 diagnostics, ça en fait 1 par trimestre, sachant qu'il y a un trimestre qui est off pour vacances, etc. Enfin, le but, c'est pas de pousser 12 mois par an. À côté de ça, les accompagnements stratégiques en vitesse de croisière, cette personne a réussi à en stabiliser 2 à 8 000 euros par mois. C'est le bon équilibre qu'elle a trouvé pour pas se retrouver sous l'eau et submergée par trop de clients. Donc ça, c'est des accompagnements qu'elle arrive à pousser sur 9 mois à peu près. Ouais. Donc là, si on fait les calculs, 8 000 euros x 2 clients, 16 000 x 9 mois, ça fait 144. Donc on a les 36 000 euros de diagnostic, les 144 000 d'accompagnement stratégique. Et à côté de ça, des retainers, où là, en ce moment, elle en a 3 qui tournent en simultané à 1 500 euros par client. Et là, ça fait 36 000 euros de plus qui tournent. Et on dépasse les 200 000 euros de CA, on est à 216 000 par an pour une quantité d'accompagnement à vendre qui n'est pas non plus totalement hors sol. Avec 3 clients. Je précise. La caméra elle a du mal avec les pavés des Champs-Élysées. Là, elle prend cher. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est cette personne, elle a 3, maximum 4 clients par an. Je crois qu'elle fait 3 diagnostics, derrière elle vend 2 accompagnements stratégiques et derrière elle vend des retainers. Et elle fait plus de 200 000 euros. Ouais. Donc, et quand on regarde les maths, franchement, parce que les gens vont nous dire ah, c'est pas possible, moi je vois autour de moi les freelances font pas d'argent, etc. Bah, regardez les maths, c'est pas non plus un truc pharaonique, on se parle pas d'un truc totalement irréaliste, quoi. Enfin, ça oui, me en paraît termes de volume, en normal. fait, le volume est Volume et même reste budget, raisonnable. quand tu règles un gros problème, bah oui, ça coûte de l'argent. Ça s'appelle un investissement. Ouais, clairement. Ok, donc Deuxième ça, modèle. le modèle DAR. On passe au deuxième modèle, le modèle qu'on appelle Advisory. Là, on va être sur un modèle un petit peu différent du premier, avec déjà beaucoup moins d'opérationnel. On va essayer vraiment de valoriser une expertise très forte dans un domaine qui va être soit directement proche du revenu, soit dérisquant, donc par exemple de la compliance IA ou des directeurs de créa. On va aussi avoir des profils CMO qui sont très spécialisés, par exemple le mobile gaming avec des head-off qui sont solides en dessous, donc vraiment des entreprises qui sont établies, bien structurées, mais avec un besoin de coordination, d'orchestration assez fort. Là, c'est vraiment réservé à j'ai une compétence rare qui est difficile à trouver sur mon marché. Donc nous, l'exemple qu'on a, c'est quelqu'un qui est dans l'AI stratégie. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur le profil et derrière comment se structure ce modèle? Le profil, c'est quelqu'un qui a une énorme expertise à la fois technique, juridique sur le sujet, qui accompagne des boîtes qui ont des forts risques sur ces sujets-là et des fortes opportunités à bien les adopter, et qui passait beaucoup de temps dans l'opérationnel et qui se rendait compte que en fait, moi, la valeur que j'apporte, elle est principalement dans prendre les bonnes décisions, drafter les bons plans, aligner les équipes, etc. Et du coup, qui s'est dit comment je minimise au maximum cette partie opérationnelle. On a d'autres personnes d'ailleurs dans le programme qui ont un objectif comme ça. Et donc, le modèle, c'est simple, c'est comment je me concentre là où j'apporte le plus de valeur pour mon client, c'est-à-dire la prise de décision et l'orchestration, mais vraiment sans être en mode consultant où on va être là pour régler le problème. On est là pour bien poser le problème, définir comment on y va, et définir les bons métriques pour juger du résultat. Ok. Donc là, on va être sur un modèle économique qui est plus simple que le premier parce qu'on a juste une seule prestation. Ouais. Là, on va avoir une prestation mensuelle, en général entre 8 et 12 cas. Là, en l'occurrence, ça peut même aller plus pour des profils vraiment très spécifiques dans des niches. Là, en l'occurrence, pour cette personne, on est sur des formats 6 mois à 10 000 euros par mois, structurés d'une manière qui permet de gérer 2-3 clients en parallèle en fonction des périodes. Il y a toujours
peut y avoir des petits creux, etc. Mais en tout cas, on est en moyenne là-dessus. On est sur un peu plus de 200 000 par an quand on fait les maths. Et on a souvent une question, c'est OK, mais ils délivrent quoi concrètement? Mm. Concrètement, ça va dépendre du service qu'on propose, mais en gros, parmi ce qu'ils délivrent, il y a souvent des bi-weekly leadership. Donc en gros, c'est des meetings toutes les 2 semaines avec les C-level impliqués et certains head-off dans ces décisions-là. Il va y avoir du coaching on demand des équipes. Un moment où une personne de l'équipe dans la verticale va avoir besoin de coaching en prise de décision sur des sujets, la personne va être là. Il y a une ligne directe tout le temps avec le CEO et ou certains C-level qui fait que s'ils ont besoin de l'appeler, ils l'appellent. Donc, bien évidemment, ça c'est quand même cadré pour pas que ça empiète trop sur la vie perso, hein, bien sûr. Ouais. Et il y a souvent un gros rapport mensuel qui fait état de suivi de l'implémentation de ce qu'on avait décidé, les résultats, les prochaines actions, et souvent qu'est-ce qu'on tue, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on fait de nouveau. Bon là c'est dit très rapidement, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est il y a peu d'échéances, il y a peu de moments où on se voit, mais c'est des moments très qualitatifs et focus sur la stratégie, et ils sont très bien cadrés par le freelance ou le consultant en question, quoi. Ok. Donc là les chiffres en gros, tu as 2 clients à 10 000 par mois, sachant que cette personne, c'est quelqu'un qui a décidé de pas beaucoup travailler. Donc, elle pourrait prendre plus de clients, mais elle se dit, moi, je veux à peu près 2 clients par mois. Donc, quand on voit ce dont je viens de parler, on comprend que c'est pas 3 jours par client par mois, quoi. C'est vraiment un volume de travail, un temps passé très faible. Encore une fois, ils ont une expertise très rare, recherchée, reconnue. Donc, en gros, d'où le prix qu'ils facturent. Mais c'est des gens qui bossent souvent 1-2 jours par semaine et qui font 200 000. Alors, ça s'adresse pas à tout le monde, hein. Je dis pas que tout le monde peut le faire. Ça y est, j'anticipe encore les gens il faut qui un vont certain me sauter bagage, dessus, une certaine expérience. mais on peut en parler parce que c'est un modèle qu'on voit. Ça nous, existe. Il est fou lui ou c'est rouge. C'est rouge, hein. En tout cas, c'est un modèle qui existe et qui se fait, mais dans des contextes assez précis. Donc après, n'hésitez pas en commentaire à partager un petit peu votre situation. Pas de problème. À partager votre situation pour voir est-ce que ça peut s'appliquer à vous. Comme ça, on peut un petit peu échanger directement. On passe au modèle suivant. On passe au modèle suivant. C'est, rappelle-moi. Modèle fixe et variable. Ah oui, Donc modèle vraiment perf pour le coup, qui s'adapte pour des profils pour le coup performance, growth marketing, CRM, donc tout ce qui est vraiment près de la perf et du revenu. Là, le profil qu'on a en tête, c'est un profil de growth marketing assez spécifique. Est-ce que tu veux détailler un petit peu qui on a en tête? Ouais, c'est une personne qui en gros... alors, je vais aller spécifiquement sur cette personne, mais on va quand même parler parce qu'il y a 2 modèles en fait de fixe et variable. Donc l'idée c'est simple, c'est vous êtes proche du revenu ou de la marge ou de métriques de performance. En tout cas de métriques de performance, pas forcément le revenu ou la marge. Et vous vous dites, en fait, je veux un fixe qui me garantit un engagement, une sécurité, donc que je sois motivé et que je me lève le matin pour bosser pour vous. Et je suis skin in the game, j'intègre une partie de variable, ce qui est bon pour vous, client, et pour moi, freelance. C'est bon pour vous parce que du coup, vous dérisquez l'opération. C'est que si on n'a pas de résultat, vous payez moins cher, puisque je suis indexé sur la performance. Et moi, ça va me permettre aussi de valoriser mon apport en termes de performance. Et donc, un modèle plus juste, où plus je vais avoir d'impact, plus je vais être rémunéré. Un modèle qui est bien souvent, bien sûr, capé, donc il ne se passe pas n'importe quoi. L'idée, c'est quand même de bien cadrer les choses pour que ce soit acceptable côté client. Et donc là, il y a un fixe, il y a un variable. Le variable, il y a 2 modèles. Soit ça peut être un pourcentage, par exemple, du chiffre d'affaires ou de la marge, ou à définir en fonction du business. Souvent, c'est des pourcentages très faibles. Ça peut être 1%, donc à voir en fonction de la taille du business, de ce qui est pertinent. Il n'y a pas de recette universelle, il faut voir le contexte client. Le deuxième modèle, c'est de se dire, je veux avoir un impact sur tel KPI. Si j'atteins entre 90 et 100% de mon objectif, j'ai un bonus de X euros en plus de mon fixe, à la fin des 6 mois par exemple. Donc on délimite bien dans le temps la source des data, comment on mesure, etc. Il faut être très sharp là-dessus dans le contrat. Si je fais entre 100 et 105%, j'ai X euros. Si je fais entre 105 et 110, et jusqu'à, on va dire, plus, par exemple, plus 120, plus 130, où là, j'ai un bonus qui est déterminé à l'avance. Et donc ça, c'est 2 modèles différents qui permettent, en fonction du contexte client, d'intégrer une part de variable qui est indexée sur la performance de nos actions. Ok. Et du coup, je sais pas si on n'avait pas les chiffres pour... Si. Les chiffres, c'est simple, vas-y. Là, on avait pour ce profil-là, il avait réussi à mettre en place un fixe de 8K, plus un variable qui est indexé sur la perf.
Donc pour la perf, c'est vrai que comme tu avais dit, il y a plusieurs modèles qui peuvent se tester. On a soit donc un pourcentage du CA ou de la marge générée, soit des bonus par palier. Donc par exemple sur le KPI A, on va avoir dans 6 mois, si on atteint 90 à 100%, on a 10 000 euros. Si on fait 100 à 110%, on va avoir 20K, de 110 à 120%, 30K et ainsi de suite. Et donc là, par exemple, sur ce modèle-là, si on a 2 clients simultanés à 8K sur 10 mois, donc ça fait 160K, plus 40K de bonus avec les performances, on arrive à monter aussi à 200K sur l'année. Donc ça, c'est des choses qui se structurent, comme tu l'as dit, dépendant des boîtes, dépendant des modèles, dépendant des KPI qu'on essaye de viser, mais ça permet de pouvoir s'engager dans le processus avec le client sur des variables sur lesquelles on a la main, en fait, d'une certaine manière. Donc voilà, ces 3 modèles, bien sûr, il y en a d'autres, mais nous, en tout cas, on voulait donner des exemples concrets. Ouais. Parce de modèles qui sortent du TJM en fait et du temps. C'est ça qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est qu'on veut facturer de la valeur et pas du temps. On le répétera à chaque podcast, mais c'est super important. J'aimerais faire du rétro-engineering parce qu'on a eu pas mal de personnes qui disent j'ai un peu de mal à y croire, ces chiffres-là, c'est pas la réalité de ce que j'observe dans le quotidien des freelances autour de moi, etc. Prenons le problème à l'envers. Donc, ce qui semble irréel, c'est de faire un CA, par exemple, à 200K ou plus. On se dit, mais t'imagines le nombre de clients qu'il faut et je vois personne tourner. Ouais. Ok. Maintenant, on va découper le truc. Si on se dit qu'il faut 4 clients, donc ça fait 4 clients qui te payent 50 000 par an, en moyenne, en panier moyen. Ok. Sur un accompagnement d'un. Donc déjà, un client 50 000, ça devient vachement plus réaliste. Sur ce client à 50 000, si tu prends des clients sur lesquels tu as un levier qui leur permettent d'éviter de gros risques, exemple chez les directeurs de création, legal et compliance, etc., d'avoir de l'impact, exemple impact direct sur le chiffre d'affaires quand on est growth marketeur ou quand on est par exemple dans la brand, dans les contenus, impact court et long terme parce qu'on installe une marque dont l'objectif est de faire la plus de profit. réputation. Est-ce que ça vous semble, dites-nous en commentaire, si déconnant qu'un client nous paye à l'année 50 000 pour l'accompagner et l'aider à faire de la valeur? Ça fait 5 000 par mois sur 10 mois et ça fait entre 2 et 4 clients par an pour faire entre 100 et 200K. Des clients qui font souvent des millions. Donc, un autre point, c'est par exemple, j'avais une personne dans le programme, elle me parlait d'un prospect, elle me dit ouais, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Ok, bon là je suis allé sur Papers, j'ai regardé, la boîte fait 27 millions de chiffre d'affaires avec un EBITDA à 20%, je sais pas. Enfin, regardez de près, parce qu'en fait c'est pas si simple que ça. C'est pas qu'elles font pas assez d'argent, c'est qu'elles n'ont pas envie de vous le donner. En fait, elles ont trop risqué pour elles de vous le donner. Et elles l'ont peut-être pas budgété. Ça c'est une autre question. Elles l'ont peut-être pas budgété pour en termes de budget marketing ou comme. Il y a une différence entre ne pas. Oui. Ok. C'est Paris. Du coup, je disais, c'est pas parce que le budget n'a pas été, c'est pas parce que ça n'a pas été budgété que les boîtes ne peuvent pas investir cet argent. Oui. Elles ne l'ont juste pas budgété. Oui, puis c'est le but du processus commercial aussi, de se mettre au clair là-dessus, de récupérer ces informations-là, de prendre le temps pour la personne aussi en face, le décisionnaire, de mûrir sa décision là-dessus. Enfin, la décision n'a pas besoin d'être faite en quelques jours. Ça peut aussi prendre quelques semaines. Pour des deals comme ça, c'est normal que ça prenne aussi un petit peu de temps et qu'il faille un process rodé pour y arriver. Petit supplément à ce qu'on dit. Nous, on commence à avoir des free dans le programme qui font même plus que ça. On commence à avoir des free qui font, justement grâce à cette idée des retainers dont on a parlé ou des variables, des mois à 20 000, 30 000. Alors, c'est des anomalies de marché, clairement, dans le sens où c'est pas la majorité, évidemment, c'est une petite minorité. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont de si différent des autres? Alors oui, ils ont une expertise solide, mais ils ont surtout un super modèle. C'est ça qui fait la différence, parce que tu as plein de gens qui ont leur expertise, qui sont super bons, mais qui savent juste pas faire un modèle et qui juste s'assoient sur de l'argent. De l'argent, c'est aussi du temps, parce que comme je l'ai dit, les gens vont peut-être dire oui, mais moi, mon objectif, c'est pas de gagner plein d'argent et je suis très bien avec ce que j'ai. Ok, mais si tu gagnes plus d'argent par client, ça te permet aussi de travailler moins, passer plus de temps avec tes gosses, passer plus de temps à faire de la musique, etc. Donc, la finalité, c'est pas juste évidemment l'argent. Mais je trouve ça intéressant de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui cartonne et quelqu'un qui cartonne moins? C'est souvent le modèle et pas l'expertise. Et c'est ça qu'on fait chez Hyperfractional. Sur le bon modèle, la bonne offre, la bonne cible, la bonne manière de délivrer, utiliser l'IA à bon escient. Aujourd'hui, il y a des opportunités énormes pour les freelances qui sauront s'adapter, qui sauront disrupter leur manière de fonctionner.
Et ceux qui sont dépassés, ben, se feront dépasser. Et puis, c'est eux qui galèrent. Donc, à vous de choisir dans quel camp vous voulez être. Nous, en tout cas, on l'a choisi. C'est quoi ton mot de la fin, Mika? Et après, on va aller déjeuner on Mon va se mot faire un de la bon resto. fin, c'est que avant de penser offre, avant de penser process commercial, avant de penser à publier le moindre post sur LinkedIn, se poser ces questions sur le modèle économique, sur ses objectifs de chiffre d'affaires, sur le nombre de clients qu'on vise, c'est essentiel pour derrière pouvoir dérouler une strat qui est intentionnelle et où on ne subit pas les opportunités qui viennent à nous, mais c'est nous qui les choisissons, c'est nous qui les construisons. Et l'intentionnalité dans le freelancing, c'est vraiment super important et trop sous-coté encore. Il y a trop de gens qui attendent que les opportunités leur tombent dans l'assiette, soit parce ils ont l'habitude que ça fonctionne comme ça depuis le début, et à un moment donné, ça change. Sauf que le jour où on n'a plus d'opportunités et qu'on ne sait pas comment faire pour en avoir, eh ben, les remises en question sont souvent assez profondes et elles peuvent faire mal. Bah nous, le pattern qu'on voit souvent, hein, c'est je me suis lancé en freelancing, j'ai fait 1 an, 2 ans, tout se passait bien, les missions tombaient toutes seules, cuites dans le bec. Et bah aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Mm. C'est c'est assez ce qu'on veut naturel. éviter. On épuise le réseau et au bout d'un moment, bah, il faut pas s'appuyer à 100% sur ça. Mm. C'est pas suffisant pour construire un business prévisible et stable. Mm. Donc, tu as un petit mot de la fin ou tu finis là-dessus? Non, moi j'ai faim là, j'ai envie de me garer, d'aller au restaurant. Donc Alors, go manger. Bon, salut tout le monde. Bonne app tout le monde. Ciao. Bisous.